Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Ceci concernait donc ces pièces pour piano seul, mais une autre œuvre dans ces mêmes années s'est établie comme un chef-d'œuvre incontournable. C'était son concerto pour piano, dans lequel on voit bien qu'il a inventé et développé un nouveau type de polyrythmie. On a une jubilation de la combinatoire qui confine là au vertige, et on peut vraiment accepter l'idée qu'on a là une hybridation entre ces complexes jeux de mécanismes simples qui, dans les années 60 en particulier, lui ont permis de réaliser des forêts sonores, comme dans le Kammerkonzert ou des œuvres de cette période, qui prennent en général naissance dans son poème pour 100 métronomes, et entre le retour à une pulsation humaine, le retour à ses racines hongroises, et donc non plus à une pulsation mécanique, mais vraiment charnelle et énergétique, tel qu'on le trouve dans les années 80. Au moment où, par intuition et réflexion, il établit ce nouveau style, il est conforté dans ses choix par la découverte de musique africaine, subsaharienne, par les travaux de l'ethnomusicologue Simha Arom, et qu'il inspire dans la composition de ce concerto. La pièce est une pièce très concentrée, irrésistible, un torrent de joie, de gestes, de couleurs et de moments dramatiques. Mais naturellement, on peut se poser la question, comment mettre en valeur les différents jeux d'influence dans ce concerto et le parcours personnel du compositeur. Alors, la réponse dans cette programmation était d'essayer de répondre par une sorte de parcours pour l'auditeur qui reflète justement le parcours du créateur. Il se trouve que la puissance invitante, si je peux m'exprimer ainsi, je vous le rappelle, était le Konzerthaus de Vienne, qui est cette maison exceptionnelle comprenant en fait maintenant 4 salles, mais à l'époque 3 salles, chacune de dimensions différentes et d'acoustiques différentes. Il était donc possible d'imaginer un événement où des œuvres aussi différentes et impossibles à représenter dans un même espace, comme le poème symphonique pour 100 métronomes, le concerto pour piano et des polyphonies de chanteurs Aka ou des polyphonies de trompes de Banda Linda, par exemple, qui ont inspiré Ligeti, et donc on peut être présent pour cet événement, pourrait être présenté. Donc l'idée était de proposer un parcours, promenade, où le public pourrait entendre dans le petit espace de la salle dite Schubert le poème pour les 100 métronomes. Pourquoi un petit espace ? Parce que les métronomes ont une source sonore qui a peu de projection. Il faut donc, pour percevoir la pièce, la vivre de près, et pour bénéficier des différents types de combinaisons de cette forêt de sons, il est bien de pouvoir se promener entre les différents groupements de métronomes. Donc avec un agencement adéquat, il était possible pour le public, en effet, pendant les 20 minutes environ que dure l'exécution de la pièce,
de l'écouter sous différents angles et de l'écouter avec le vrai rendu du son du métronome. Ensuite, le concerto était donné dans la salle dite Mozart, qui est une salle de moyenne dimension. Pourquoi ? Parce que les couches du concerto sont parfois si multiples et si serrées qu'une salle trop importante ou une acoustique trop résonante pourrait les noyer. Enfin, les groupes africains se produisaient dans la plus grande salle. Pourquoi ? Parce que l'espace de cette salle permettait une sorte de dimension spectaculaire et acoustique impressionnante, et parce qu'aussi cette salle est modulable dans la mesure où les sièges peuvent être enlevés. Il était donc possible, là encore, de placer les musiciens au centre et le public autour des musiciens, de façon à casser le rapport scène-salle, totalement inopérant dans le cas de musique fonctionnelle liée à la vie quotidienne de la population et non pas de musique représentée comme le cas de nos musiques occidentales. L'idée était aussi bien sûr quelque part en invitant le public à se promener à éviter de tomber dans les pièges du formalisme du concert traditionnel et à créer un événement qui était plus en résonance avec un festival, même si ce festival a lieu au milieu de l'hiver et dans une capitale. Le troisième événement de cette série, de cet hommage à Ligeti, dont je parlerai, est un concert de musique de chambre, non pas organisé autour de certaines de ses œuvres, mais plutôt pour essayer de rendre hommage à son esprit, d'abord à sa capacité de digestion de différentes influences, ensuite à son esprit ludique par rapport à beaucoup de cultures ou beaucoup de musiques différentes. Il s'agissait aussi de le placer dans le contexte de sa culture hongroise. Le concert commençait par une sorte d'introduction, par une pièce de Peter Eötvös, écrite pour piano seul, mais jouée ici à deux pianos, placés de façon trop éloignée pour qu'ils puissent jouer la pièce ensemble. D'où des jeux de décalage, créant un espace acoustique supplémentaire et évoquant les décalages rythmiques de Ligeti. De surcroît, le vide central créé sur la scène avait un côté insolite, qui était une sorte d'hommage à l'amour de l'insolite chez la personne à honorer. Après cela, un ensemble de pièces de Kurtág, frère de Ligeti d'une certaine façon, apportaient dans leur simplicité essentielle une sorte de leçon dans la façon de parler le hongrois. Puis venait l'hommage à Ligeti à proprement parler, qui était une sorte de petit patchwork de jeux autour d'influences diverses. On sait que la musique minimaliste américaine a été l'un des éléments qui lui a permis d'enrichir sa technique de composition dans les années 70. L'œuvre Clapping Music de Steve Reich ouvrait donc cette sorte de petit feu d'artifice. Ensuite, des transcriptions d'études pour piano mécanique de Nancaro, compositeur mexicain, qui écrivait pour piano mécanique de façon à réaliser des pièces en principe injouables par des humains, étaient ici au contraire transcrites pour deux pianos, et deux humains essayaient en effet d'en produire une réalisation possible. Ce jeu avec la frontière du possible, cette mise en danger de l'interprète sur scène étant également une dimension ligetienne caractéristique. Ensuite venait une adaptation du poème symphonique pour 100 métronomes
cette œuvre qui est non pas un happening génial, mais vraiment une composition du début des années 60. Il s'agissait là de l'adapter pour métronomes humains, puisque le jeu est de se dire ce qui était mécanique à un moment chez Ligeti devient humain à un moment donné. Où est la limite entre l'humain et le mécanique? Il s'agissait donc là, avec le geste de pianiste ou de non-pianiste, puisque c'était un programme pour pianiste et percussionniste, donc là aussi une mise en danger, de recréer une forêt sonore dans l'esprit du poème pour 100 métronomes. Enfin, deux des études dont j'ai parlé tout à l'heure étaient interprétées, mais dans cette folie de couches rythmiques, comme si les couches rythmiques ici n'étaient pas suffisantes, il était adjointe une ou d'autres couches rythmiques jouées par un percussionniste, et dans l'esprit de certaines des études de rythme avec rythme obstiné et jeu rythmique qui semblent quasi improvisés, même si leur composition est extrêmement aboutie, eh bien, dans cet esprit-là, une couche improvisée était ajoutée par un collègue percussionniste qui est justement également jazzman et improvisateur de premier plan. L'ensemble était donc fait pour assurer une sorte de présence-absence du compositeur, le tout étant couronné par l'exécution de la sonate pour deux pianos et percussions de Bartók, le père, la référence, et dans le cas de la sonate, par l'exécution donc de l'architecture rythmique par excellence. Le tout était joué sans interruption, comme une sorte d'œuvre hommage en 4 mouvements, une introduction, un mouvement lent et réflexif, c'était le Kurtag, un scherzo, c'était le petit patchwork hommage à Ligeti, et enfin un final très composé. J'aimerais maintenant en venir au cas de certaines œuvres isolées. Car s'il y a des œuvres qui se prêtent à des jeux de programmation multiples, et c'est le cas d'œuvres de compositeurs joueurs comme Ligeti, il en est d'autres au contraire qui causent du fil à retordre aux programmateurs, peut-être en raison de leur inadéquation au monde du concert moderne, c'est-à-dire, dans le cas des pianistes, au monde généré par M. Liszt. Que pouvons-nous faire en effet avec une œuvre aussi écrasante que la sonate dite Hammerklavier de Beethoven, sa sonate opus 106, qui est une œuvre non seulement au contenu difficile, mais qui est aussi difficile à programmer dans la mesure où elle dépasse le cadre qu'elle s'est fixé, le cadre de la sonate, pour le faire éclater. Vous savez, cette sonate, et donc cette sonate qui a un 4e mouvement commençant par une sorte de questionnement philosophique auquel Beethoven, le constructeur, apporte une réponse de grand architecte, qui est cette gigantesque fugue, créant une polyphonie tellement audacieuse qu'elle vient mettre en danger le langage harmonique de la pièce et la forme de la pièce elle-même. Alors, l'œuvre dure 45 minutes, 50 selon les interprétations. Officiellement, elle ne peut pas être un récital à part entière, faire l'objet d'un récital à part entière. J'ai beaucoup étudié des programmes de collègues programmant cette sonate. Et j'ai trouvé cela tout à fait passionnant, car j'ai vu que dans beaucoup de cas, il y avait le désir de confronter cette œuvre surdimensionnée à d'autres œuvres surdimensionnées, de Schubert par exemple, ou de Charles Ives. Et en effet, dans le cas de la sonate Concorde de Ives, avec toutes ses références beethoveniennes, c'est une tentation bien grande. Cependant,
On peut bien sûr se demander si la puissance écrasante de l'architecture beethovenienne ne risque pas de porter sérieusement ombrage à la charpente un peu plus incertaine de la sonate de Ives, visionnaire, touchante, prophétique, mais n'ayant pas été composée par une main d'architecte de la même dimension. Bien sûr, le côtoiement avec d'autres œuvres du dernier Beethoven, où il semble que le compositeur se pose la question de la composition elle-même en son sein, comme l'opus 101 ou l'opus 110, qui chacune apporte des réponses sensiblement différentes aux questions de l'humaniste Beethoven. Eh bien, ces œuvres peuvent, par leur côtoiement avec l'opus 106, être en résonance très profonde. On ne peut pas dire non plus que ce soit là faire preuve d'une créativité bouleversante que de former un programme de ce type. Le couplage avec une œuvre comme la deuxième sonate de Boulez semble un couplage idéal, tant les deux œuvres essayent, dans un cadre hérité, de remettre en question ce cadre même. Dans le cas de la sonate de Boulez, écrite en 1948, on a l'adoption d'un cadre néoclassique et presque l'élimination de ce cadre par les développements quasi cancérigènes de la composition, en particulier dans le quatrième mouvement. Cependant, n'est-il pas utopique d'imaginer la coexistence dans un même programme de deux tels monstres, peut-être pour l'auditeur, en tout cas certainement pour l'interprète. Pour ma part, j'ai fait différents essais, et l'un de ceux les plus insolites et les plus critiquables, mais qui m'a le plus intéressé, était le suivant. Il s'agissait de tenter de mettre l'accent sur l'hybridation des genres dans l'opus 106. Beethoven, en effet, fait une sorte de croisement entre l'héritage de la sonate, œuvre instrumentale, collective, mais exécutée de façon individuelle, avec l'univers ancestral de la fugue, donc univers vocal, collectif et sévère. Or, au moment où je me suis penché sur l'opus 106, a vu le jour, de façon tout à fait inattendue, une œuvre très surprenante du compositeur anglais George Benjamin, dénommée Shadow Lines, et tentant un alliage quasi impossible entre le prélude et le canon. En effet, il s'agit d'une suite de 6 préludes canoniques où le compositeur tente de marier l'instantané, le gestuel et la liberté du prélude avec le contrôle extrême de la forme la plus rigoureuse de polyphonie, le canon. Et l'on voit le compositeur presque se battre dans ses compositions pour voir s'allier sa fantaisie sonore naturelle et son désir de contrôle extrême. Mais Shadow Lines ne dure que 16 minutes. Alors, il perd au timing. Donc, comment bâtir un programme qui pourra, disons, avoir une architecture conséquente? Peut-être par un retour aux sources et à la référence suprême, à la somme de Jean-Sébastien Bach, l'art de la fugue, qui n'est pas seulement un art de la fugue, mais aussi un art du canon, comme chacun sait. Cet art de composer polyphoniquement, en effet, comporte les exemples suprêmes des deux genres, et il m'a semblé qu'en choisissant 4 canons avant ceux de Benjamin et 4 fugues
après, donc en introduction à la future fugue beethovenienne, on avait le moyen de rendre présente une référence incontournable, de présenter des techniques avant que celles-ci ne soient mises en perspective d'une façon très particulière, et de donner au programme une unité insolite, mais, je crois, assez forte. En fait, j'ai anticipé à ma prochaine question, qui était la suivante. Comment jouer l'art de la fugue en concert? Comment présenter un autre monstre d'une autre époque, celui conçu par un compositeur qui ne destinait pas cette œuvre à l'exécution publique, à une exécution certainement, ceci a été démontré et brillamment, mais il nous est permis de nous demander, est-il légitime d'amener sur une scène contemporaine une œuvre qui était destinée, disons, à une consommation d'élite dans le meilleur sens du terme. Et à son époque, l'élite, c'était peut-être Bach lui-même, tout simplement. En réalité, je crois que le choix de présentation de cette œuvre, et notamment l'ordre dans lequel les différentes polyphonies seront organisées, est une façon d'exprimer sa conviction quant au sens de cette pièce elle-même. Nous sommes beaucoup moins sûrs que dans le passé, en effet, de l'esprit dans lequel Bach a composé cette pièce, des années exactes concernant son élaboration et, en tout cas, du projet qu'il avait en tête. L'œuvre est-elle inachevée? Nous n'en sommes pas complètement sûrs, mais nous pouvons le supposer assez fortement. L'œuvre que nous connaissons représente-t-elle la quasi-totalité de ce que Bach projetait de composer? Nous n'en savons rien. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que même si cette œuvre était en développement constant, en extension permanente, Bach avait chaque fois un art consommé d'inclure les nouvelles pièces dans un projet global extrêmement bien organisé. En atteste le premier manuscrit, puis l'impression de la deuxième version de la pièce, celle que nous connaissons. En tout cas, l'ordonnancement que nous pouvons donner permet de mettre l'accent sur l'œuvre vision générale, leçon universelle de contrepoint, ou sur cette expérience de composition du compositeur à travers un work in progress. Jouer l'œuvre dans l'ordre imprimé, c'est terminé par la fugue inachevée et terminé donc par ce geste très théâtral en mettant l'accent sur cette dimension anecdotique par un geste presque post-romantique. Choisir un autre ordre et terminer au contraire par une des grandes doubles fugues, c'est insister sur l'ordre général et donc sur l'idée globale de la pièce qu'avait Bach. Mettre en regard cette composition gigantesque avec d'autres types de polyphonie, par exemple du XXe siècle, donc de compositeurs qui manifestent la permanence de la polyphonie, mais le font de façon très isolée, c'est insister sur l'isolement de Bach, compositeur polyphonique, dans les 10 dernières années de son existence. Bref, la façon de programmer est une façon de s'engager dans notre façon de concevoir ou de réfléchir à l'identité de la pièce elle-même.
J'ai parlé de 2 œuvres écrasantes, mais on pourrait à l'inverse prendre le cas d'œuvres qui, de par leur dimension, poseront un problème différent. Qu'en est-il, par exemple, des variations de Webern, opus 27, aussi délicates à présenter de par leur brièveté que de par leur intimité? Peu de musique se donne en effet aussi peu en spectacle. Comment risquer de mettre en danger leur délicatesse extrême, les relations subtiles entre chacun de leurs sons, l'intensité des silences? Par expérience, j'ai connu suffisamment de cas de figure où les décibels des toux dans la salle, ou parfois des cigales en plein air, ne donnaient aucune chance à cette malheureuse composition comme à d'autres. On peut là imaginer des stratégies de programmation qui permettent de créer un écrin pour de telles œuvres. J'ai essayé de le faire par exemple aux semaines Mozart de Salzbourg, en faisant côtoyer Webern par Mozart, cette autre musique autrichienne toute de pureté et de perfection, en mettant l'accent sur la vocalité de ces musiques par la présence de leaders et sur leur intimité par la présence de musique de chambre. Mais puisque nous parlions de silence, il faut parler naturellement d'une œuvre référence en la matière, qui est l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33. Et naturellement, nous en parlerons en tant que point extrême, parce qu'elle est révélatrice de la façon dont nous pouvons ou non nous positionner par rapport à certaines pièces. N'est-ce pas mettre en valeur les faiblesses de cette pièce que de la programmer? Et c'est à mon avis bien souvent ce qui se passe lorsque nous l'entendons. N'est-ce pas tuer son autodérision que de l'institutionnaliser? Ne vaudrait-il pas mieux en rester au niveau du principe et du geste historique de la tabula rasa? Sommes-nous capables de renouer avec la veine provocatrice, l'esprit d'inattendu de cette non-œuvre? Eh bien, à nous, en effet, de créer les conditions d'imprévisibilité de façon à ce que l'œuvre surgisse comme indispensable. 2 cas de figure que je peux évoquer parmi 1000 autres possibles qui peuvent peut-être rendre cette œuvre encore très éclairante, même de nos jours. Le premier cas de figure, c'est celui d'une émission de radio internationale avec la situation de multiples interprètes se voyant demander de proposer un répertoire surprenant et de façon insistante. Alors, si la surprise est faite sur commande, je pars du principe que c'est moins une surprise. Comment créer la surprise malgré tout? Eh bien, vous savez sans doute que dans ces situations techniques, un nombre très restreint de secondes de silence à l'antenne entraîne une coupure automatique du signal radiophonique. Vous imaginez donc le choix de répertoire qu'il convenait de faire à ce moment-là pour redécouvrir que le caractère corrosif de Cage, pour peu qu'il soit mis dans un contexte adéquat, n'est pas mort. Dans un tout autre registre, j'ai pu apprécier la profondeur de son message lors de commentaires musicaux donnés à des lectures sur des textes d'Imre Kertész sur son internement au camp d'Auschwitz. Le jeu était de créer des insertions musicales au sein du texte, comme on le fait au cours d'une lecture. Donc le tout est de trouver des musiques appropriées stylistiquement, de trouver surtout le moment, le mot juste, ou le moment où la ponctuation, ou la parenthèse, où l'extrapolation sont possibles et peut-être souhaitables. Naturellement, dans un cas de figure comme celui-ci, aucun répertoire ne peut traduire l'insoutenable, si ce n'est peut-être le retrait
de la musique elle-même, et donc je n'oserais pas dire une interprétation, mais une mise en présence d'une telle pièce comme seul répertoire possible. J'aimerais pour terminer, rassurez-vous, aborder un chapitre qui ouvre peut-être plus de champ d'action à l'interprète, qui est celui des cartes blanches. Puisque un interprète véhicule avec lui un certain nombre d'expériences, il est amené parfois, il est parfois invité à créer un ensemble d'événements au sein d'une institution particulière. Et c'est par exemple ce que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser au Théâtre du Châtelet dans la saison 99-2000, donc au fameux passage dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme c'était un événement parisien, j'en parlerai que brièvement. Il s'agissait d'imaginer un ensemble, mais comme il a été relativement incompris à ce moment-là, en tout cas par le commentaire hexagonal, j'y reviens brièvement. Il s'agissait de revenir, de réfléchir sur le siècle écoulé à travers 6 œuvres, puisqu'il y avait 6 événements, dans le contexte très particulier de la relation entre un individu et un groupe. Ce qui génère naturellement des comportements de composition extrêmement variés, qui sont sous-tendus par une vision, voire un fantasme social quelque part, des créateurs qui sont parfois très révélateurs. Ceci constituait la première partie et la partie traditionnelle, je dirais, de chacune des séances. La deuxième partie essayait de travailler sur une donnée fondamentale de la pièce qu'on avait étudiée, puisqu'il s'agissait d'un atelier, un concert, réflexion. Mais cette démarche avait été effectuée, sciemment ou non, la plupart du temps non, dans un contexte totalement différent, donc dans une autre discipline artistique ou dans d'autres régions géographiques ou à une toute autre période de l'histoire. Et naturellement, ça permettait de présenter au cours de la saison un panel d'événements extrêmement variés, qui était une sorte d'acte de foi culturel, symbolique, et qui était aussi soucieux d'amener dans un même lieu, pour un instant commun, des publics qui ne se rencontrent pas forcément. Alors les types d'événements, je donnerai 2 exemples, étaient par exemple les suivants. Ce sont là 2 travaux sur une forme, puisque quand il y a des contenus très différents, s'il y a des formes communes, ça aide à les rapprocher. L'une des séances donc travaillait sur le Kammerkonzert d'Alban Berg. C'est une pièce pour un ensemble à vent en 3 mouvements. Alors on a une histoire, un récit dans un premier temps qui est représenté ou raconté par un soliste qui est un pianiste. Et puis dans un deuxième temps, un deuxième mouvement, une autre musique complètement différente qui est racontée par un violoniste. Et dans le 3e mouvement, pourquoi je disais raconter, chacun redit son histoire, mais en dialoguant, ou plutôt en trouvant toute forme d'interaction, et c'est Berg qui les trouve, avec l'autre. Donc en s'ignorant, ou au contraire en fusionnant, ou en s'interrompant, ou en vivant dans 2 mondes différents. Bref, il y a cette idée de reprise de récit dans un contexte différent. Et donc, c'est une idée finalement très cinématographique. La plus frappante des associations me semblait une association cinématographique, d'autant plus qu'on connaît naturellement la relation Berg et le cinéma. Et le choix s'est fixé finalement sur Rashomon de Kurosawa, où, vous savez, la même histoire est racontée et en fait vue par 3 témoins différents. Et donc, en fait, on retrace l'histoire pas à pas, mais sous des perspectives différentes. Un autre des ateliers, en quelque sorte,
consistait à observer un autre type de forme composée pour des raisons radicalement différentes par des personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, dans des contextes totalement différents. Il s'agit de Haydn et de Stockhausen. Haydn pour sa symphonie La Surprise et Stockhausen pour son contrapunté. Il s'agit d'une forme où l'effectif, le nombre de personnes, le nombre d'acteurs musicaux diminue au fur et à mesure. Donc au départ, tous les instrumentistes participent à l'action musicale, puis au fur et à mesure, ils abandonnent le jeu, et au bout du compte, il n'y en a plus que 2 dans le cas de Haydn, ou 1 dans le cas de Stockhausen. On connaît la petite histoire dans le cas de Haydn, c'était une protestation sociale, pratiquement, concernant la vie de famille de ces musiciens. Le résultat est en fait compositionnellement extrêmement intéressant. C'est un thème et variation, et sa façon de varier, justement, c'est notamment de varier l'épaisseur et la richesse de la texture musicale en profitant de cet amenuisement du nombre d'instrumentistes, les instrumentistes étant censés quitter la scène. Dans le cas de Stockhausen, le mobile de composition est très différent. Il s'agit de composer, comme son titre le dit, contrapuncte, contre les points. Alors pourquoi ? Vous faites partie de cette génération de pionniers qui a accouché du système sériel. Et au début, le système sériel, surtout, désirait faire table rase avec les vieux poncifs de regroupements horizontaux, mélodiques, ou verticaux, harmoniques. Il s'agissait donc d'isoler les phonèmes, si j'ose dire. Donc, chaque son pour lui-même, avec ses caractéristiques et dans son espace, avec son temps, son indépendance. Donc, une sorte d'éclatement général. Ce qui était captivant comme expérience et comme esthétique, mais d'une durée de vie relative, parce qu'évidemment posant des problèmes de perception notoire. Naturellement, tout de suite, les compositeurs les plus créatifs ont réagi en faisant des contre-propositions, et celle de Stockhausen est celle-ci. Ça consiste à dire, mais non, regardez, mon matériel de départ, je peux le répartir entre différents instrumentistes. Alors il peut aller d'une note à la trompette, une note au violoncelle, une note au piano, à une note à la clarinette, mais aussi je peux le confier aux mêmes personnes. Et j'aurai 3 notes à la clarinette, c'est un embryon de mélodie, ou toute une phrase au piano, et là il y a toute une continuité. Et c'est en fait ce qui se passe dans cette œuvre. Mais ça se passe avec cette démonstration très théâtrale de cette écriture qui se concentre vers 2 lignes de contrepoint à la fin de l'œuvre par disparition des musiciens. Donc, au début, les 2 lignes qui techniquement génèrent toute la pièce circulent, et donc on entend des sons de toutes les couleurs, passez-moi l'expression, c'est très polychrome, et puis au fur et à mesure, ça l'est de moins en moins, et à la fin, lorsque le piano prend en charge les 2 mains, c'est très polyphonique, c'est très continu et c'est très monochrome. Donc on a une sorte vraiment de grand geste, de manifeste artistique à ce moment-là de Stockhausen. Et donc, alors que la forme est exactement la même, naturellement, le postulat est radicalement différent. C'était le projet donc théâtre du Châtelet pour sa réouverture. C'était aussi une façon de rêver le monde de la culture, puisque dans une même programmation, même avec une demi-douzaine d'événements seulement, il y avait le souhait d'inviter dans une même salle musique savante, musique plus de divertissement, musique de rue. D'autres projets voient le jour et sont naturellement complètement différents. Ça dépend complètement du moment où un projet naît, ça dépend d'une institution.
Par exemple, dans la saison 2006-2007, tout à fait par coïncidence, j'imagine, c'est la loi des séries, j'ai été amené à concevoir 6 projets pour 6 institutions très différentes. Je parlerai très rapidement de 2 d'entre eux et j'en détaillerai un, qui est celui qui me tenait le plus à cœur. L'un avait lieu au Konzerthaus de Vienne. Et là, il s'agissait de faire toujours des doubles soirées, en utilisant toujours les différents formats de salle, en faisant un double portrait de compositeur, en allant de Mozart à Ives. Donc il s'agissait vraiment de se concentrer sur la production d'un compositeur en particulier. Au contraire, dans une salle très différente, au Carnegie Hall de New York, où on n'a pas du tout la culture naturelle fondamentale musicale des Autrichiens, mais où par contre il y a une ouverture d'esprit et une disponibilité au dialogue très grande, la proposition était tout autre. Il s'agissait d'avoir des concerts centraux dans la grande salle, la salle Isaac Stern, qui étaient les concerts qui donnaient l'ossature au projet, et chaque fois des concerts satellites dans la plus petite salle, la salle dite Zankelhall, qui est une salle ouverte de musique plus expérimentale, disons. Chaque fois, le concert satellite étant une sorte de réflexion sur le commentaire principal, avec un répertoire seulement pour piano seul et toujours commenté. Il s'agissait donc chaque fois d'essayer de revivre l'événement majeur en lui donnant une forme différente et en le commentant. Mais, et je terminerai par cet ensemble de concerts, je crois que le plus particulier était un ensemble de concerts donnés à la Philharmonie de Berlin à la demande de son orchestre. Et je termine par celui-ci parce qu'il me semble frappant qu'un orchestre fasse appel à un instrumentiste isolé pour venir en son sein en venant faire de la programmation. Naturellement, si on prend les choses par le petit bout de la lorgnette, on pourrait se dire tout instrumentiste d'orchestre aime faire de la musique de chambre et c'est l'occasion de venir faire une saison Brahms de plus. Je crois que l'orchestre symphonique est bien trop au centre de notre vie musicale et a un type de structure qui pourrait comporter des risques de sclérose beaucoup trop grands pour qu'on ne considère pas cette chance comme une incitation à la réflexion pour ceux qui ont lancé cette invitation. Et c'est comme ça que j'ai conçu cette série de concerts de musique de chambre. En réalité, la série comprenait aussi concerto avec orchestre et récital, mais là, des désidératés avaient été exprimés, donc la marge de manœuvre n'était pas totale. Les 4 concerts de musique de chambre ont été donc conçus de la façon suivante. Le premier concert était une sorte de non-concert. C'était un concert sans œuvre, sans programme réel, et donc qui ne pouvait en aucun cas démarrer de façon déclarée et digne une saison de programmation. Il s'agissait en fait d'une soirée faite de miettes, une soirée de récupération, en un jeu que j'ai appelé de collage-montage, entre guillemets naturellement, qui tentait par blocs successifs de créer des moments de musique cohérents ou incohérents, mais ayant une certaine puissance événementielle à partir de bribes d'héritage. Par exemple, le premier mouvement était un mouvement basé sur une idée compositionnelle, très simple, que tout le monde peut percevoir et concevoir, la note répétée. 3 œuvres composaient ce quatuor à cordes, puisque c'était un quatuor à cordes, beaucoup d'orchestres ont un quatuor à cordes, de 3 compositeurs différents. Le premier mouvement de Beethoven, le deuxième de Kurtág et le troisième de
Bartók. Il s'agissait donc de recomposer une œuvre de 3 styles différents, mais toutes basées sur la même idée d'origine. Et sur le plan du travail du matériau, on avait une grande organicité, même s'il y avait une variété évidente des caractères, due au fait que Beethoven jouait la carte du ludique, c'est ce que lui inspiraient ces notes répétées. Courtag jouait plutôt la carte de l'introversion, et Bartók celle peut-être de l'incantation. Le deuxième mouvement de cette composition imaginaire essayait de renouer avec le plaisir de faire la musique de façon simple et intime, n'est-ce pas, les origines de la musique de chambre. Il s'agissait de jouer des musiques mélodiques très simples, jouées par chacun des protagonistes et accompagnées par le pianiste. Donc le pianiste invité, le soliste invité, jouait en fait le rôle d'escabeau, si j'ose dire, ou de faire-valoir pour un croisement d'ensemble d'œuvres, puisque on avait d'un côté une œuvre bien aimée de tout musicien de pays germaniques, c'est-à-dire un choix de Ländler et de danses allemandes de Schubert, et d'un autre un ensemble d'œuvres de Stockhausen, de son Tierkreis, son cycle sur les signes du zodiaque, qui sont en fait des mélodies extrêmement simples, à l'origine composées pour boîte à musique, avec accompagnement ou non d'instruments à clavier. Mais là, le jeu consiste à s'emparer de ces mélodies pour les traiter à sa façon. Donc à chaque instrumentiste, non pas d'y adjoindre, mais d'y imprimer l'articulation qui lui convient, la dynamique qu'il imagine, la registration qu'il inspire, autrement dit, de libérer sa créativité. Et naturellement, le fait de placer en situation d'alternance, donc quelque part de compétitivité cachée, des individualités d'un même groupe, était supposé libérer ses créativités. Quant à l'alternance systématique entre les deux types de musique, il montrait que les disparités stylistiques sont souvent beaucoup moins grandes qu'on l'imagine quand la démarche fondamentale des compositeurs est relativement similaire. Un troisième moment dans cette soirée partait de la réflexion suivante. Beaucoup de musiciens d'orchestre, moins en Allemagne que dans les pays du Sud, de façon déclarée ou cachée, se considèrent ou sentent qu'ils sont des solistes frustrés. Invraisemblance des erreurs de nos éducations. Comment donc, au contraire, mettre en valeur les dimensions solistiques d'instrumentistes, d'autant plus que dans ce cas de figure, dans le cas du meilleur orchestre du monde, entre guillemets, on ne peut avoir que les meilleurs instrumentistes possibles. Mais en même temps, il ne s'agissait pas de compenser un mal stupide. Il s'agissait en même temps de se moquer de l'existence de ce mal, ou tout au moins de se distancier par rapport à l'existence de ce mal. J'ai donc demandé aux instrumentistes de m'envoyer la liste des œuvres solistes qu'ils désiraient jouer au cours d'un concert de ce type, un concert d'ouverture pour un cycle dans une salle illustre. Et chacun m'a envoyé sa préférence,
reflétant naturellement le type de répertoire que l'on envoie dans ces cas-là. On avait donc des œuvres qui étaient incompatibles et qui étaient plus dans la direction de l'instrumental, souvent, que du compositionnel, si je peux schématiser ainsi. Comment donc donner une forme intéressante à un ensemble d'œuvres qui le sont parfois moins que d'autres, et comment donner à l'événement le pouvoir d'intérêt et en même temps de dérision, ou tout au moins de légère distanciation que l'on pouvait désirer avoir pour cette partie de la soirée. Eh bien, en combinant, dans ce cas de figure, les différentes musiques, en les superposant de différentes façons. Donc en faisant commencer un soliste à un moment, et puis le prochain quelques secondes plus tard, créant ainsi une police stylistique inattendue, et certainement pas voulue de la part des compositeurs, puis en ajoutant des couches et en jouant ainsi, au bout d'un moment, avec une musique à la masse en action très indifférenciée qui pouvait évoquer Charles Ives ou d'autres compositeurs, néanmoins restant très vivante grâce à une mise en espace des musiciens. Ce qui était intéressant, c'était de constater les différences de comportement des musiciens, donc les conséquences psychologiques de cette mise en situation et les différents degrés d'adhésion ou de résistance relative. Enfin, après ce moment moins sérieux, il y avait un moment très sérieux qui était un hommage à Ligeti qui venait de disparaître. On n'avait donc plus comme dans la première partie de ce concert une même idée avec 3 compositeurs, mais cette fois un seul compositeur avec 3 cycles différents, en regroupant toutes les personnes en présence, qui créent donc un quatuor à cordes, un quintet à vent et un piano seul, et en croisant des cycles du même compositeur, de façon à créer ou à agencer un cycle possible englobant différents moments de sa musique. Voilà quel était le projet de ce premier concert qui donc tentait de mener en même temps une réflexion sur la forme du concert, sur une sorte de réflexion sur le fonctionnement psychologique et social d'une entité comme l'orchestre, et qui tentait également de créer une soirée à partir d'éléments récupérés, en quelque sorte, ou disparates, quoique bien connus. Le deuxième concert était un concert qui a été repris à Paris entre-temps, assez récemment, qui essayait de se placer dans un contexte berlinois. Imaginez qu'une institution berlinoise invite un Français pour réfléchir à une programmation au sein d'une institution qui abritait un orchestre dont le comportement, dans certains moments de l'histoire européenne, a amené à se poser des questions. Il était impossible, dans un cadre comme celui-ci, de venir à Berlin, ville de mémoire, dans un pays comme l'Allemagne, apte à faire un travail de mémoire, sans aborder certains thèmes. C'est pourquoi j'ai voulu travailler sur le thème de la captivité, en pouvant programmer une soirée conjuguant lecture du roman Être sans destin de Kertész, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, écrit donc pendant sa captivité de soldat. Ce concert a pu être donné le 9 novembre, donc date anniversaire de la Nuit de Cristal. Le
l'écrivain Kertész a pu lire lui-même son texte et des musiques qui étaient en résonance avec ce texte étaient des musiques qui n'ont pas été choisies de façon neutre, puisqu'elles étaient des musiques de compositeurs comme Arnold Schoenberg, György Ligeti ou György Kurtág. C'était aussi une façon de travailler sur le phénomène de la distanciation. En effet, ce qui est toujours tant frappant chez Kertész, lorsqu'il parle d'événements si difficiles à raconter, c'est la façon presque détachée avec laquelle il le fait. Ce qui est frappant dans le cas du Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, c'est de voir que les traumatismes de sa captivité ne l'ont pas amené à écrire une œuvre de pathos ou de noirceur, mais au contraire une œuvre de foi, d'espoir et de lumière. Il était donc, je trouve, intéressant d'essayer de voir comment, au même moment, dans des circonstances naturellement radicalement différentes, deux créateurs pouvaient nous ramener à la mémoire de ce conflit mondial dans cet endroit. Le troisième concert était un concert plus traditionnel, une sorte d'incitation au dialogue des répertoires, avec une partie pour des instruments à vent, d'autres pour des instruments à cordes, pour toucher les différentes familles de l'orchestre, avec chaque fois des œuvres avec clavier de Mozart et Boulez ou Mozart et Carter, avec toujours cet espoir que les répertoires étudiés, et on l'espère bien étudiés, peuvent rentrer dans les répertoires. Et enfin, le dernier concert essayait de mettre à profit l'architecture même de la petite philharmonie de Berlin, cette architecture éclatée si remarquable, où la scène est une scène centrale, crée une sorte de micro-espace, tandis que les différents espaces géométriques dans lesquels le public s'installe sont comme éclatés autour de cet espace. Donc il est évident qu'une salle aussi inspirée ne peut qu'inspirer des programmations. Il m'a semblé que naturellement le plus naturel était de songer à des compositeurs chez qui l'espace fait partie du processus créatif. Et la question était de savoir comment faire sentir cette nécessité. Peut-être pas simplement en donnant des œuvres jouées dans l'espace, mais en donnant chaque fois une œuvre du compositeur non conçue pour l'espace ou conçue pour un espace restreint et donnée sur scène, puis une œuvre composée pour un espace particulier et cette fois-ci déployée dans l'espace de la philharmonie. C'est ainsi, vous pouvez entendre au début une œuvre de Gabrieli à chœur simple avant un double chœur, puis un triple chœur, utilisant les balcons de la philharmonie, évoquant naturellement ceux de la basilique San Marco de Venise, puis des œuvres de Kurtág comportant un piano central, et pour cause, un piano n'est pas facile à transporter dans les différents escaliers d'une salle de concert, et exécutant ces pièces centrales pour Kurtág, que sont ces pièces pour piano. Kurtág est pianiste, et son journal personnel est un journal écrit pour l'instrument piano. Mais en même temps, des répons étaient toujours donnés à cette sorte de déclaration originelle, et ceci par des instruments à cordes qui, eux, habitaient l'espace de la philharmonie et composaient ainsi une sorte d'espace rêvé, comme si l'espace intérieur du compositeur trouvait une résonance acoustique dans cette architecture remarquable. De Marco Stroppa était ensuite donnée une œuvre instrumentale, un trio, où les instrumentistes
mobiles, crée des jeux d'espace ou d'illusion d'espace dans l'enceinte scénique. Puis une œuvre pour un instrument et son synthétique, le piano bien sûr, et son synthétique, s'appropriait toute la salle, non par le jeu du piano qui sert d'introduction à la pièce, mais par le jeu complémentaire des sons synthétiques qui prennent le relais des sons du piano quand celui-ci a atteint ses propres limites. Et à ce moment-là, nous avions une sorte d'espace expérimental créé. Et la soirée se terminait par l'indispensable Charles Ives, qui, dans ce cas-là, élargissait cet espace acoustique à une sorte d'espace philosophique avec sa question sans réponse, et même à une sorte d'espace, passez-moi l'expression, universelle, avec son œuvre des clochers et des montagnes, où il semblait en effet faire véritablement reculer l'enceinte des murs de cette salle de concert. Alors, comme je me suis vu moi-même indiquer des limites non pas spatiales mais temporelles, et que je vois qu'il est grand temps que j'en tienne compte, j'arrive à la fin non pas de mon concert, mais de mes élucubrations. Donc nous voyons, au terme de l'exposé de ces différents cas de figure, combien la pratique de l'exercice de la programmation échappe à tout système. Il suppose une attention extrême à la réceptivité d'un public, autant qu'une compréhension des besoins ou des objectifs d'une institution. Il suppose une réflexion approfondie sur les œuvres mises en présence et sur le mobile de leur programmation. Et enfin et surtout, un mélange de rigueur et d'inspiration dans l'agencement des correspondances, de l'ordonnance générale et de l'audace contrôlée des propositions faites. Le renouvellement du concert est entre les mains de celui qui le rêve et le planifie. Je vous remercie de votre attention.